Et donc, Rudolf Hidalgo, pour commencer avec nous. Bonjour, Rudolf. Bonjour. Associé, alors je dis associé Amadeus Exécutif parce que c'est votre dernière fonction, mais en fait, oui, on aurait pu dire beaucoup de choses. Je me suis permis ce titre un peu people, un peu... C'est comme ça que vous vous vendez quand même, non? Quand on a été... Donc vous avez été 20 ans dans la police. J'ai été 20 ans dans la police, j'ai été 20 ans jusqu'à commissaire divisionnaire. J'étais un des patrons de la lutte contre la criminalité organisée en France, criminalité transnationale organisée, la lutte anti-mafia, la direction centrale de la police judiciaire. Et j'ai beaucoup travaillé sur la structuration des services, comment on les organise, comment on fait face à des menaces émergentes et comment on prend en compte les nouvelles technologies. Un de mes premiers grands dossiers était les interceptions de téléphones satellitaires. Et mon deuxième immense dossier, pendant des années, j'ai été représentant de la France au G8, c'était sur l'apparition de la cybercriminalité et toutes les problématiques qu'elle peut poser dans un système juridique conçu à l'ancienne, où il fallait des autorisations d'un État à un autre pour pouvoir intervenir. À l'heure de l'ordinateur, à l'heure du cyber, à l'heure du piratage, on ne pouvait plus faire comme ça. Il fallait trouver comment structurer les forces dans les différents pays pour avoir des points de contact H24 et être capable de réagir et dans le cadre juridique et dans le cadre opérationnel. Donc, direction centrale de la police judiciaire, c'est... 20 ans, c'est un très beau... Les héritiers des brigades du Tigre. Mais voilà. C'est un des... Mais pourquoi on quitte un job comme ça? On quitte un job comme ça pour plusieurs raisons. Mais d'abord, avant de le quitter, on l'aime. Parce que la police, c'est une famille. De quoi? De 20 à 40 ans, vous avez fait ça? De 20 à 40 ans, en gros. Ouais. De 22 à 42 ans, 43 ans. La police, c'est une famille. La police, c'est des valeurs. C'est dans une société un élément structurant. Ça participe à toutes les évolutions de la société. Ça les voit en avance. Ça les vit avec beaucoup de dureté dans certains contextes. Et en même temps, c'est des femmes et des hommes absolument dévoués pour leurs concitoyens et pour essayer de faire le bien commun. On a le sentiment à un moment, parce que évidemment la police passionne tout le monde, mais moi je me disais, un petit peu d'ailleurs comme l'hôpital, c'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression d'être Sisyphe et de pousser le rocher, de pousser le rocher, de pousser le rocher, et boum, il retombe. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est ça qui doit être un peu usant, non? C'est vrai, mais il y a des Sisyphes heureux. Vous le savez, des philosophes l'ont dit avant moi. Et c'est une évidence Albert Camus, il faut exactement, imaginer. Il faut l'imaginer. Voilà. Il faut l'imaginer heureux. Moi, je suis né dans le même pays qu'Albert Camus. Je suis né en Algérie. Et comme lui, je pense qu'effectivement, on peut imaginer parfois Sisyphe heureux. Oui, c'est un rocher qu'on pousse, mais en même temps, on avance. On avance réellement. Et puis, c'est humainement, c'est un creuset où vous apprenez beaucoup sur les autres, vous apprenez beaucoup sur vous-même. Vous êtes au cœur de la réalité humaine, clair. Quand vous êtes sur les homicides, quand vous êtes sur Alors, crime organisé, j'imagine, prostitution, pédophilie, des choses épouvantables. Enfin, on traverse des trucs de dingue. Abominables. Des choses difficiles, des choses où d'ailleurs il ne faut pas forcément rester trop longtemps, mais des choses où l'utilité sociale est là. Et donc, globalement, des métiers dans lesquels vous apprenez la crise, la vraie crise, la crise avec une urgence vitale humaine. Vous partez en opération pour sauver quelqu'un, donc il y a vraiment des situations extrêmement dangereuses et vous apprenez là-dedans à manager et vous apprenez à voir comment seul vous ne faites rien, vous ne pouvez agir qu'en équipe. Et en équipe qui sont capables de se comprendre, capables d'avancer, qui ont reçu la formation pour ça. Donc l'administration a ceci d'extraordinaire, mais elle ne s'en rend pas toujours compte elle-même, qu'elle peut être une école formidable de la vie et du management. Je ne pensais pas vous poser la question, Rudolf, mais allons-y. Comment est-ce que vous vivez là parce qu'il y a une forme de crise autour de la police et des forces de l'ordre. Avec une certaine déception dans la mesure où, d'un côté, les problèmes qui sont sur la table sont connus depuis 30 ans. Les rapports police-population, il y a des sujets qui ont été analysés depuis des années. Il y a eu des tas d'avancées et de volonté de faire bouger les choses de manière très nette. Mais il y a eu une succession de réformes et c'est la cohérence entre les réformes qui aujourd'hui fait qu'il manque, si on prend un regard de chef d'entreprise, la casquette que je remettrai volontiers aujourd'hui, celle du dirigeant d'entreprise, c'est de dire mais où est la cohérence de la stratégie? Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on veut faire? Or c'est difficile, c'est complexe, mais on ne peut pas changer régulièrement. Les femmes et les hommes, les 250 000 policiers et gendarmes qui en France sont au service de la sécurité, ont besoin à la fois de cadre juridique et de stratégie claire et d'un positionnement police-population qui doit évoluer. On ne peut pas seulement dire que le management doit évoluer pour les classes X, Y et Z, mais c'est toute la relation police-population. C'est super intéressant, Rudolf, j'y pensais pas. Il n'y a pas une boîte, en fait, qui survivrait à un changement de directeur général. Quoi, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur. Donc voilà, il n'y a pas une boîte qui survivrait à ça, en fait. Mais la vraie difficulté, vous mettez le doigt sur autre chose, c'est que dans une entreprise, on sait qui est le directeur général. Dans une administration, on connaît le directeur
directeur général qui a des fonds, mais le vrai niveau de décision est plus difficile à déterminer. Les décisions peuvent se prendre tout en haut, à l'Élysée, au ministère. Tout à fait. Le ministre est chef de son histoire d'État profond, etc. Non, le ministre est chef de son administration très très clairement, mais le changement ministériel et les changements de stratégie ministérielle font qu'à un moment, c'est difficile de faire de la conduite du changement sur 250 000 fonctionnaires répartis qui plus est en deux forces, si on ne prend pas une stratégie qui peut-être ne doit pas être dans le temps politique, qui peut-être devrait être dans un temps social. La réflexion est là. Et c'est compliqué. Passionnant. Donc, direction centrale police judiciaire, HEC à la sortie, et c'est... Avec tout ce que tu viens de dire, finalement, c'est la connaissance de la crise qui t'amène sur le management de transition. Alors, oui, entre les deux, quand même, quand je sors d'HEC, donc je rentre comme secrétaire général chez Ludendo. Donc Ludendo, c'est la grande récré. La grande récré pour les Français et pour ceux qui connaissent l'international. J'étais le directeur général aussi de Franz Karl Weber en Suisse et directeur général à Hong Kong de Ludendo Asia. Et puis surtout, je suis celui qui avait lancé l'achat d'Amlez. Mais qu'est-ce qui les intéressait à ce moment-là? C'est cette fibre policière qui les intéressait à tes premiers employeurs? Mes premiers employeurs, après, c'était surtout la fibre organisatrice, la capacité à savoir mettre en place un secrétariat général, une direction juridique, à reprendre une direction financière et à la lancer et à faire des opérations de haut de bilan, voilà, et à mettre les sujets qui, pour moi, après le passage à HEC, étaient vraiment les sujets clés qui font aujourd'hui l'avenir d'une entreprise, c'est-à-dire monter au niveau du COMEX les sujets de direction d'organisation des systèmes d'information d'une part et les sujets de management de système, enfin de supply chain management de système d'autre part. Et on le voit très très bien aujourd'hui. Non mais alors j'allais le dire, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans? Il y a 10 ans, oui. Supply Chain Management System. Voilà, le cœur du réacteur aujourd'hui. Exactement. Toutes les boîtes ont réalisé que c'était le cœur du réacteur. Mais pas seulement les boîtes, parce qu'on entendait aujourd'hui que, par exemple, pour aider le gouvernement américain, le nouveau gouvernement, à mettre en place son programme de 100 millions de vaccinés en 100 jours, qui est-ce qui va venir l'aider? Eh bien, c'est Amazon et Walmart. Moi, j'ai eu la chance... Les deux frères ennemis. Exactement. Mais moi, je suis également à MBA de New York, je suis un Sterny. Et donc, avec l'ensemble de mes camarades de New York, on a visité pendant des jours Walmart en Californie, au cœur du réacteur de leur système logistique, là où les satellites sont connectés, là où ils ont la capacité à envoyer en direct les informations à leurs fournisseurs pour tenir leur chaîne logistique. C'est absolument impressionnant et ça fait rêver n'importe quel dirigeant du retail. Mais le message qu'on doit passer là-dedans et que tout le monde doit entendre, c'est il y a des sujets qui, il y a 10 ans, étaient vus comme de simples sujets de service support et qui aujourd'hui sont des vrais sujets de COMEX. Et là-dedans, il y a les RH. Les RH, on ne peut pas faire tourner des entreprises aujourd'hui si on ne considère pas que la formation tout au long de la vie et les RH sont un sujet stratégique. Et puis, il y a la direction organisation des systèmes d'information et le management de la supply chain. Alors, la direction des systèmes d'information, elle a échappé en fait à la direction des systèmes d'information. Moi, j'aime bien cette image que j'entends beaucoup, un peu ce qui va se passer avec la RSE, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'affaire de chacun d'entre nous finalement, la direction des systèmes d'information, que ce soit en termes des outils logiciels que vous utilisez, qui sont maintenant des outils métiers hyper spécialisés, que dans le respect de la sécurité, où, alors je parle sous ton contrôle d'expert, mais j'entends beaucoup que le vrai problème de la sécurité, c'est entre le fauteuil et le clavier voilà, c'est ça, entre le fauteuil et le clavier. Voilà. C'est une culture, la sécurité. On n'a pas forcément besoin de spécialistes de la sécurité en soi, en interne dans l'entreprise. On a besoin de gens capables de développer une culture de la sécurité. Moi, je veux que tu reviennes sur Walmart, la supply en Californie. Là, moi, ça me fascine. On visite une salle. En Californie, et c'est un groupe, c'est en Californie. C'est un groupe de l'Arkansas, Walmart. Au départ, oui, mais là, au sud. Là, c'est vraiment donc le cœur, là où... Alors, il y a 5 endroits comme ça dans le monde, mais leur grande idée, moi, ce qui m'a fasciné, c'est des salles qui sont grandes comme 3 fois celle-là, avec des murs couverts d'immenses écrans télévision qui permettent de suivre en permanence l'ensemble des produits et les livraisons. Et surtout, le système est satellitaire. Ils ont lancé leur propre satellite. Et c'est à partir de ce système satellitaire qu'ils ont su, en termes d'investissement, ils ont une stratégie. Aux États-Unis, on nous l'enseigne comme ça et on le dit bien, ils ont une stratégie qui est plus puissante quelque part que celle d'Amazon. La façon Disons que c'est le seul qui résiste, quoi. Et ils résisteront, parce qu'on comprend pourquoi quand on descend à l'intérieur. Le métier de dirigeant d'entreprise, c'est d'être capable de voir comment on va faire les arbitrages avec les actionnaires et avec l'ensemble des comités de direction entre la stratégie et les moyens qu'on va y mettre. Mais on doit d'abord, non pas faire du cost-killing, d'ailleurs, dans le management de transition, comme on le croit trop souvent, mais de l'arbitrage sur les coûts qui nous permet de mettre chaque euro, chaque investissement sur ce qui fera la victoire de demain. Et ce qui fera la victoire de demain aujourd'hui, c'est le supply chain management system.
système. On ne doit pas avoir 5 produits en stock ce soir si on n'en vend que 3 demain. Et à l'inverse, on ne doit pas en avoir que 2 si on n'en vendra que 3. Et l'intelligence artificielle et la blockchain, et là où c'est fabuleux, oh ça non, devient pas la galactique. blockchain. Non, l'intelligence artificielle. Là, laissons de côté. Laissons de côté la blockchain. Où l'intelligence artificielle devient fabuleuse, c'est que le prédictif. Mais oui. Nous sommes en train de rentrer dans la supply chain prédictive, dans la capacité. Et ça, Rudolf, c'est une réalité. Oui. Parce que ça, alors pour le coup, je suis au contact vraiment, comme toi, avec la réalité de l'entreprise. Tu te rends bien compte que beaucoup aujourd'hui de managers sont un petit peu déçus finalement par les promesses de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que c'est balbutiant. Voilà, je vais le dire comme ça encore. Je suis d'accord avec toi. C'est balbutiant, mais il y a des endroits, des poches dans lesquels il y a des gens qui ont commencé à très bien faire avec. Il faut regarder ce qui se fait aux États-Unis. Les parcours à l'intérieur des magasins, on peut tout à fait savoir en utilisant le big data que quand tu achètes des lames de rasoir, en général, il y a une chance sur 3 que tu achètes une bouteille de vin. Donc la logique dans la façon dont on va positionner tes rayons à l'intérieur doit refléter ce parcours qu'on veut ou qu'on veut pas te faire faire à l'intérieur du magasin. On peut savoir que... Non mais moi, tu sais, moi c'est le spécifique qui me passionne. Ouais. La lame de rasoir et le vin. Bon, on peut relier. On peut relier. À partir du moment où on fait du big data, à partir du moment où on a des programmes, mais ça va être facile puisque là, on sait très bien que les acheteurs de vin sont majoritairement des hommes pour l'instant et ainsi de suite. Mais on peut le faire avec des tas d'autres produits. Tu peux relier. L'avantage du big data, c'est que tu vas pouvoir relier à l'intérieur de la base de données que tu vas constituer des critères. Donc, ce qui devient intéressant, c'est pas la capacité de calcul, c'est l'intelligence des questions posées. Et c'est là qu'on retrouve l'homme ou la femme qui est derrière l'ordinateur. Et c'est là pour les jeunes, et je leur dis, n'acceptez d'aller que dans des entreprises où vous êtes traités pour votre cerveau. Attends, Rudolf, parce que moi, forcément, alors j'y pensais pas non plus à cette autre question, Carrefour, là. Carrefour aujourd'hui avec... Carrefour, Couche-Tard, tout ça, comment tu... Il y a deux t'as choses. vu le truc ? Moi, je suis un grand internationaliste. Donc, si je prends une casquette purement française de dirigeant français, je peux comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Si je dois témoigner de mon côté interne... Personne ne peut comprendre que Bruno Le Maire, parce qu'il veut être élu. Si je prends ma casquette internationale, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Je ne sais pas comment. On est noyé de messages de nos camarades de toutes les universités du monde entier et de tous les gens qu'on connaît dans toutes les boîtes. Personne ne comprend cette position. Ça, c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Noyé de messages. Ah oui. Ça a été une très... Donc ça va nous mettre une claque à l'international. On ne sait pas comment ça va réagir derrière, mais il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, parce que ce n'était pas évident. Il y a des domaines où c'est évident, quand on touche à la défense ou à d'autres, c'était évident. Il y a des domaines où c'est moins évident. Le gouvernement a raison, c'est le premier employeur de France d'un côté et c'est aussi indirectement, ils ont besoin, les entreprises actuellement ont besoin de l'État, donc ça peut se discuter. Mais la responsabilité, paradoxalement, que prend le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait si dans 3 ans Carrefour va plus mal ? Qui est responsable ? Ceux qui ont décidé d'aller vers l'opération ou ceux qui ont décidé de ne pas aller vers l'opération ? C'est un sujet extrêmement compliqué. Ceux qui ont décidé de ne pas aller vers l'opération. On connaît en droit des entreprises la responsabilité du dirigeant, on connaît la responsabilité de l'actionnaire. Quelle est la responsabilité de l'État sur une opération? C'est difficile. En plus, ça a matérialisé le fait que Carrefour était sur le marché, d'une manière ou d'une autre, sans pouvoir aller au bout de l'opération. Avec toute une et ça a donné une image sur laquelle, mais je pense que le président de la République l'a compris, et d'ailleurs il s'y employait vis-à-vis des grands intervenants étrangers, mais c'est vrai que ça a envoyé une image, un signal, pour prendre la théorie du signal, ça a envoyé un signal compliqué. Ça, comme tu le dis, ça a matérialisé le fait que Carrefour était sur le marché, et peut-être même, là je parle vraiment, peut-être même qu'Alexandre Bompard se disait qu'il était au bout de ce qu'il pouvait faire en termes de potentiel de réforme, de potentiel de mise en tension de l'ensemble de ce grand groupe. Attends, parce qu'il nous reste 2 minutes, tout ça est absolument passionnant. Si j'avais su, on serait resté 1 heure, mais bon voilà. Mais tu reviendras et on reparlera 1 heure. Il y a quand même la question que je me posais au départ, moi, mais il nous reste 3 minutes. Manager de transition, je me dis, là on va sortir à un moment quand même de cette histoire. Tous, on sera dans un état compliqué. Et donc chacun finalement doit être son manager de transition. Donc moi je voulais 3 points clés. Allez, 3 points clés quand tu débarques dans une boîte, manager de transition, que les chefs d'entreprise doivent avoir en tête à ne pas rater pour ne pas rater la relance. Oui, mais dans ton idée, tu parles de l'idée où le manager reste en place. Ouais. Si c'est ce qui est, mais enfin, on en a des collections, des patrons de PME qui vont rester en place. Et qui n'ont surtout pas démérités, parce que la crise, quand on est à zéro donc là, de ils vont rassembler leurs équipes, personne ne sait faire. Il va falloir qu'ils leur disent. Moi, je pense que la première des choses, de toute façon, et tous les patrons le sont par construction, c'est que nous sommes des passeurs d'optimisme. Mais cet optimisme, il doit être raisonné. Donc on doit montrer comment on le construit. La difficulté dans la crise, c'est de savoir redonner une vision. Si on n'est pas capable de dire où on va,
Pourquoi on y va? Comment on y va? C'est 3 questions simples, mais elles résument en elles-mêmes toute la stratégie. Où on va? Pourquoi on y va? Comment on y va? Et à partir de là, on associe tout le monde à l'intérieur, parce qu'on dit il y avait un avant, il y a un après. Tout le monde a compris que les entreprises peuvent être mortelles. Debenhams se ferme 12 000 postes en Angleterre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est, Debenhams. C'est une sorte de galerie Lafayette anglais, en quelque sorte. 12 000 postes au tapis. Donc, on sait que les entreprises sont mortelles, on le voit bien. Les mesures qu'a pris le gouvernement font qu'on est aujourd'hui dans des entreprises zombies, qui ont la capacité à passer à travers la crise, mais sans refaire les investissements nécessaires à demain. Donc, comment on va faire ces investissements demain? Quel sera l'état réellement des entreprises? Comment on va devoir les renforcer en fonds propres? Puisque la vraie problématique post-crise, elle sera sur les capitaux propres qui vont permettre aux entreprises d'investir. Beaucoup d'entre elles sont gorgées de trésorerie quand même aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles sont gorgées de trésorerie. Effectivement, attention. Ce qui n'est pas forcément du capitaux propre, mais... Oui, mais ça peut aider à rien faire derrière quand même. Tout à fait. Voilà. Mais c'est là qu'il y a des situations très différentes. Il y a des entreprises qui ont de la trésorerie, il y a des entreprises qui sont proches d'exemple. Le chef d'entreprise, il le sait, cash is king, il passe de toute façon sa vie avec un œil. Avant, après, ça reste pareil. On garde l'œil sur la trésorerie en quotidien, mais on doit être ce passeur d'optimisme au sens où on doit rassembler tout le monde. Moi, je dis c'est l'innovation qui nous fera avancer. La prise en compte des enjeux galactiques. On a aujourd'hui toute une dimension de l'espace qu'on ne prenait pas avant. On a toute la dimension de l'intelligence artificielle. On a cet immense réservoir d'intelligence des jeunes générations qui arrivent et qui rejoignent les entreprises et qui nous apportent des connaissances et des savoirs qu'on n'avait pas avant. Utilisons l'énergie de ces jeunes, l'énergie humaine et l'énergie des connaissances. Et avec ça, travaillons ensemble sur de l'innovation et créons le projet de demain. D'accord, mais le patron de PME de base qui fait ses 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'en sais rien, à la mode Beuvron, il ne peut pas non plus rêver au système satellitaire de Walmart. Mais il sait forcément, il l'a vu entre l'avant et l'après, que son métier est impacté par la numérisation. C'est à nous, à travers les programmes fabuleux que fait BPI pour aider les dirigeants d'entreprise à progresser. C'est à l'État de voir aussi comment on peut offrir et aux écoles des formations pour les dirigeants d'entreprise, pour les aider à prendre en compte. Je pense à ça, en t'écoutant, en refaisant ton parcours, donc la police, tu fais HEC en sortant, derrière tu fais du MBA, etc. Il faut qu'ils se forment, nos chefs d'entreprise. Oui. La formation tout au long de la vie. Tout le temps. Mais parce que le monde change en permanence. S'ils ne le prennent pas, on ne peut pas faire du business aujourd'hui comme on en faisait il y a 30 ans. Un chef d'entreprise, il connaît son entreprise, il est dans la verticalité de la connaissance, il ne connaît pas forcément au bout d'un moment son marché et il ne connaît pas l'évolution qui est en train de s'y parcourir. Ouais. Et il ne peut pas comprendre les tendances qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et un jour, il peut se retrouver ou avec un produit qui n'est plus adapté, ou le marché a bougé de telle manière qu'il est disrupté. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut, pour les chefs d'entreprise, en direction des chefs d'entreprise, leur donner un espace de formation dans lequel on est capable de leur permettre d'appréhender des connaissances techniques qu'on leur apporte dans la façon parce que c'est fabuleux de voir la vie d'un entrepreneur qui a réussi à démarrer à 1 euro, 100 euros, 1 million, 2 millions, 20 millions, mais il n'a pas forcément armé pour monter à 50 ou à 100. C'est ça le sujet. C'est là que la France, et c'est là qu'on peut avoir un rôle important, on doit accompagner les salariés, l'employabilité tout au long de la vie, on doit aider les salariés, on doit aider aussi l'ensemble de ces patrons de PME en les aidant à monter en compétences. C'est ce que fait BPI. Il y a un programme qui est extraordinaire là-dessus que j'ai suivi en termes d'information. Regardez comment il le montait. C'est important, la formation tout au long de la vie. Changer soi-même pour savoir changer les autres. C'est ça le management de transition, la passion du management. Tu redescends de temps en temps, Rudolf? Calme, serein et zen. T'es encore plus à fond que moi, là, pour le coup. Non, bon. Bon, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Très compliqué de faire le tour, mais voilà, on en reparlera. Et donc, à très bientôt, et on reparlera de management de transition, peut-être plus spécifiquement. Merci, Stéphane. Rudolf Hidalgo, donc, Amadeus Executive. Ah oui, je n'étais pas, parce que Amadeus Executive, donc vous êtes 40. 40, managers de transition. Cumule 1000 ans d'expérience opérationnelle de management. C'est écrit sur le site. En une vingtaine d'années. En une vingtaine d'années, effectivement. 1000 ans, les mecs. C'est Cléopâtre. C'est les Égyptiens. Mais comme quoi, il faut partir du passé pour éclairer l'avenir. Merci Rudolf. Grand plaisir. Stéphane. Bismarck continue, les amis.